La tech, quand la Silicon Valley refait le monde ou comment la Silicon Valley entretient son monopole. Olivier Alexandre, merci beaucoup. Vous m'avez offert ce livre avec une jolie dédicace. Merci d'être avec nous dans Smart Tech. Vous êtes docteur en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales, chercheur au CNRS, un sociologue donc passionné de culture, je le disais dans le sommaire, spécialisé plus précisément sur les sujets de cinéma. Et vous avez l'opportunité de réaliser une enquête sur l'arrivée de Netflix dans ce secteur. Et finalement, vous vous retrouvez face à un mur en Silicon Valley. Très difficile finalement de pousser ces portes de ces géants du numérique. Vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez l'impression finalement de faux semblants, j'imagine, en Silicon Valley, c'est-à-dire d'un monde qui semble très ouvert, très accueillant et qui finalement ne l'est pas du tout. Et là, vous décidez d'entreprendre finalement une sociologie de la région, de la Silicon Valley. Vous étudiez ses modes de travail, ses lieux, mais aussi son état d'esprit. La Tech, c'est un livre paru chez Seuil le 24 mars dernier. Donc, c'est le résultat d'une enquête de 7 ans. Est-ce que vous en êtes sorti de cette Silicon Valley désenchanté ou omnibulé ? Je n'étais pas vraiment enchanté parce que je n'étais pas un tech enthousiaste comme on dit là-bas. J'avais un rapport assez distant en fait à la tech et comme vous l'avez dit, moi j'étais plutôt un spécialiste du cinéma, de la culture, pas tant parce que j'étais passionné mais parce que c'était vraiment mes objets d'études. Et comme beaucoup, j'ai pu voir tout au long des années 2000 et puis 2010 des acteurs, des opérateurs venus du nord de la Californie et commencer à attirer, capter des segments de profitabilité des industries culturelles en premier. Il faut s'en rappeler, ça a commencé avec la musique au début à la fin des années 90. Et puis jusqu'à effectivement le Ça a cinéma, commencé par des confrontations finalement. Hein. Ça a commencé avec des rivalités très fortes et qui sont toujours assez prégnantes en fait dans la Silicon Valley avec des rapports d'amour-haine assez fortes. Jeff Bezos s'est installé à Hollywood. Elon Musk a des rapports aussi de voisinage avec Los Angeles. Mais à l'origine, c'est plutôt une rivalité, effectivement. Et Netflix n'a pas été accueilli d'un bon oeil par l'industrie du cinéma, en France, dans beaucoup de pays, mais aussi aux États-Unis. Mais rapidement, je me suis aperçu que ça serait compliqué d'enquêter Netflix pour tout un tas de raisons. Ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis la France, la Silicon Valley, c'est une sorte de village. En fait, quand on y est, c'est assez grand, c'est assez complexe d'y circuler. C'est un espace qui est fait pour la voiture. Et en l'occurrence, Netflix, c'est plutôt une entreprise d'ancienne génération. C'est une entreprise qui est fondée à la fin des années 90, donc vraiment la génération Internet, comparée à dans un univers qui est vraiment très, très... Oui, au départ, c'était de la distribution de DVD, Exactement, Netflix, exactement, qu'ils ont arrêté très récemment, en fait. Et donc, c'est une entreprise d'ancienne génération, et comme beaucoup d'entreprises d'ancienne génération, elle est basée tout au sud de la Silicon Valley, à Los Gatos. Donc, ça ne doit pas beaucoup parler, c'est la banlieue de San José, qui est en fait la grande ville, historiquement, de la Silicon Valley et dans la Silicon Valley. Et pour donner une image, un élément de comparaison, c'est un peu comme si c'était l'Île-de-France, quoi. Ouais. Donc, imaginez, si vous êtes basé à Paris, par exemple, faire tous les jours, aller essayer d'enquêter à Palaiseau, vous allez un peu souffrir. Donc ça, c'est le premier point. Et puis aussi, je me suis aperçu aussi rapidement qu'effectivement, la Silicon Valley, c'était un univers à double visage, à la fois très souriant, très ouvert, où on peut rencontrer des gens, on peut les croiser même, y compris dans la rue à San Francisco, passer devant la maison de Mark Zuckerberg sans qu'il y ait des bus de touristes qui viennent photographier. Donc il y a cette dimension d'accessibilité qui est assez charmante, notamment quand on vient de pays où il y a la lourdeur de l'héritage, des grandes familles, des grandes écoles, des phénomènes de reproduction, de cases, de barrières à l'entrée qui sont très très lourdes. Et c'est pas juste moi qui le dis, c'est beaucoup de gens qui viennent de l'étranger. Il faut aussi rappeler que la Silicon Valley, c'est la moitié d'étrangers, de gens qui sont nés dans un autre pays. Donc il y a cette dimension cosmopolite. Principalement, les gens viennent d'Europe, d'Asie, d'Inde et de Chine. Donc des pays qui sont marqués vraiment par une classification sociale, une hiérarchie sociale très forte. Dans la Silicon Valley, on a l'impression que non. Et en même temps, quand on y passe un peu plus... Et finalement, quand on veut vraiment passer la porte, là, ça devient difficile. Oui, effectivement, Elon Musk ne va pas vous inviter tout de suite chez lui à prendre en même temps, c'est pas ce qu'on imagine non plus. Non, mais ça, je veux dire, ça pourrait vraiment, c'est-à-dire que c'est un univers qui est marqué par la jeunesse. Voilà, et moi, quand j'y étais, quand j'y ai passé beaucoup de temps, on parlait beaucoup d'Uber, Airbnb, qui étaient des sociétés créées par des gens qui avaient mon âge, voire qui étaient un peu plus âgés, donc une trentaine d'années. Des gens qui sont issus d'un... Oui, puis on a vu Travis prendre des vidéos de lui dans ses taxis. Oui, effectivement, en fait, ça semble très accessible. C'est un univers qui se présente comme assez universaliste, en fait, assez démocratique.
En réalité, c'est assez marqué par une catégorie sociale qui est les classes supérieures, classes intellectuelles supérieures en gros. C'est-à-dire que vous avez des gens, par exemple le fondateur de Facebook, son père est dentiste, le fondateur de Airbnb, sa mère est social worker, est travailleur social, Travis Kalanick, le fondateur de Uber, son père est ingénieur civil. Donc c'est ce type de catégorie sociale qui, en l'espace de quelques années, quand même, est arrivé à un niveau de reconnaissance et d'enrichissement très, très élevé, qui conserve une culture jeune. Et tout est très bordé en termes de communication. Nous, on le voit aussi en tant que journaliste dans ce secteur. Toute la communication est hyper contrôlée. Vous parlez de la Silicon Valley comme d'un fast space, un lieu où tout va très, très vite. Un lieu où tout va très vite, un lieu où, en fait, où les interactions, les rencontres sont organisées pour que ça aille vite. Et aussi pour développer, pour anticiper la prochaine grande vague. C'est vraiment un gimmick de la Silicon Valley technologique. Donc, ce qui fait que les choses ne sont pas tournées vers l'histoire, un peu comme c'est dans beaucoup de villes européennes ou comme à Paris, il suffit de se balader dans la rue pour être marqué par tout un patrimoine. Dans la Silicon Valley, c'est vraiment vers le futur qu'on s'oriente. Et d'ailleurs, la comparaison avec l'architecture, elle n'est pas complètement erronée, parce qu'on est souvent dans des enseignes de marque où on peut acheter un café pas trop cher et une salade pas trop chère. C'est pas vraiment une culture de la distinction. Par contre, c'est une culture du travail et c'est une culture de la recherche, de l'innovation au sens de la prochaine grande tendance, et s'interroger toujours sur ce que cette grande tendance va faire en fait. D'une certaine façon, aujourd'hui, les gens sont un peu captés, omnubilés par l'IA, les IA génératives. Je pense qu'aujourd'hui dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de gens plutôt qui s'interrogent sur la manière dont les IA vont impacter tout un tas de marchés et du coup comment ils vont pouvoir s'insérer dans ces nouveaux espaces qui vont être créés. Donc c'est toujours cette mentalité d'anticipation, d'opportunisme d'une certaine façon. Et pourtant, on est face quand même, quand on parle des GAFAM, on est face à des très grandes entreprises, des groupes solides depuis des années. Et donc, il y a cette impression quand même de stabilité. Des années, c'est souvent des entreprises vingtenaires en fait. Ce qui à l'échelle du capitalisme américain est très récent. C'est vrai. Où c'est plutôt une économie où les grandes entreprises ont plus de 100 ans, que ce soit la banque, l'énergie, etc. Et en plus, c'est des entreprises qui sont vraiment obnubilées ou hantées d'une certaine façon par une grande peur, c'est celle de la relégation, qui est vraiment une obsession dans la Silicon Valley. Par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est ce danger du gigantisme dont on est souvent menacé quand on enquête cet univers, c'est d'être vraiment focalisé sur 5-6 noms propres de grands entrepreneurs ou 5-6 grandes entreprises, alors qu'en fait c'est un écosystème. La Silicon Valley, c'est entre 10 000 et 15 000 entreprises où les interactions entre les grands et les petits sont incessantes. Pour donner un seul exemple, Google fait une acquisition quasiment depuis sa création chaque semaine. Et c'est d'ailleurs un des ressorts de l'innovation pour les grandes entreprises qui savent qu'elles sont menacées par des dangers de bureaucratisation, ce qui est vraiment aussi la grande peur dans la Silicon Valley. Un des ressorts pour contrer cet effet de bureaucratisation, c'est d'aller chercher des nouveaux talents, c'est d'aller chercher des petites structures et les intégrer pour alimenter une forme de dynamisme. Alors, vous tentez une définition de la tech comme d'un point de vue d'un sociologue. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? C'est quoi la tech aujourd'hui ? Oui, c'est pas si facile parce qu'effectivement, en fait, la Silicon Valley... non, d'ailleurs, c'était un ouvrage assez conséquent. Oui, j'ai essayé que ça soit relativement lisible quand même. Ça l'est, je vous rassure. En fait, la Silicon Valley s'intéresse pas trop à la sociologie, et paradoxalement la sociologie s'est pas trop intéressée non plus à la Silicon Valley, au sens où il n'y a pas énormément de travaux en fait un peu globaux pour essayer de décrire cet univers. Et un des grands défis, en fait, notamment quand on vient d'Europe, c'est de comprendre le changement et d'arriver à décrire dans un livre, qui est plutôt un objet fixe et figé pour un certain nombre d'années, de décrire en fait un fonctionnement qui bouge tout le temps. Et ça, c'est un vrai défi. Et en l'occurrence, ce que j'ai essayé de dire, c'est de trouver tout un tas d'éléments pour illustrer la manière dont cette organisation est orientée vers le changement. Et ça passe aussi bien par les organisations, ça passe aussi bien par le travail que la mentalité et la culture. Et alors, vous parlez des acteurs de la Silicon Valley comme de joueurs. Effectivement. Alors, joueur, c'est une notion qui est très utilisée en économie, qu'il est un peu moins en sociologie. En l'occurrence, ce que j'ai essayé d'illustrer, c'est la manière dont le jeu, d'une certaine façon,
un état d'esprit dans la Silicon Valley, une projection. C'est-à-dire qu'on voit le monde, dans la Silicon Valley, on a tendance à voir le monde comme un jeu, où il s'agit de s'emparer de blocs, à la fois technologiques, mais aussi organisationnels, d'entreprises, politiques aussi, et de jouer avec ces différents éléments pour créer quelque chose de nouveau. Et du coup, on devient à la fois joueur et puis maître des règles du jeu, voire inventeur d'un nouveau jeu, ce qui est vraiment le grand objectif dans la Silicon Valley. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est un espace quand même assez large, une population assez diverse, de près de 3 millions de personnes, sur 9 millions d'habitants. Donc c'est vraiment énorme, la densité, la concentration des gens qui travaillent dans la tech et qui sont associés à ce secteur, mais en même temps les superstars de la tech, les décideurs de la tech, les gens qui ont une grande visibilité dans la tech, c'est 3000 personnes. Donc voilà, ça reste un univers quand même relativement hiérarchique. Et est-ce que dans ce jeu, il y a l'idée de se prendre pour les maîtres du monde ? Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, on a vu cette semaine Elon Musk invité au château de Versailles et il me semblait qu'on lui faisait plutôt la cour que le sens inverse. Donc j'ai envie de dire que les actes vous déroulez ce fil en tout cas du monde meilleur que la Silicon Valley souhaite créer. Alors avec quel niveau de sincérité et quel niveau de réussite? Parce que vous me dites à la fin du livre, je révèle un petit peu, mais à la fin du livre, vous me dites finalement la Silicon Valley a autant réussi que raté sa cible. Bon, maître du monde, d'habitude, c'est une expression qui est utilisée pour les dirigeants politiques. Et je parle au masculin parce que c'était souvent des hommes. Et dans la Silicon Valley, c'est aussi souvent des hommes. Et de fait, la Silicon Valley, en fait, ce qui s'est passé dans ce petit coin de terre depuis 100 ans, en fait, c'est une longue histoire, c'est de créer un autre rapport à la politique qui passe par les technologies. Et ce rapport qui était plutôt confiné, d'une certaine façon, est devenu hégémonique, puisque aujourd'hui, la moitié de la planète est sous pavillon et utilise des solutions de la Silicon Valley. Donc d'une certaine façon, pratiquement, les entrepreneurs de la Silicon Valley ont un poids politique. Alors pourquoi ils ont formidablement réussi et pratiquement échoué? Précisément parce que, en fait, la Silicon Valley, historiquement, et à travers les différentes vagues d'innovation, a été centrée sur une grande problématique, et celle de la communication et de l'information. Et de ce point de vue-là, ils ont formidablement réussi, puisqu'ils ont solutionné et résolu des problèmes techniques extrêmement complexes en sophistiquant à chaque fois les solutions et en s'adaptant à chaque fois à ces problématiques-là. Si bien qu'ils ont conquis d'une certaine façon la moitié des cœurs de la planète. Donc ça, c'est une réussite. L'échec, c'est que ils n'ont pas toujours travaillé sur d'autres préoccupations et d'autres questions liées aux technologies, liées aux innovations. Et autant la question de la communication était une grande question du XXe siècle, autant on peut se demander si ça sera la question du XXIe siècle ou s'il n'y a pas d'autres défis, notamment environnementaux. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que la Silicon Valley est régie vraiment par une cellule politique et l'entreprise, mais qui se vit comme une cellule politique. Le problème de ces cellules politiques, c'est qu'elles sont relativement monomaniaques et qu'elles visent une seule problématique, un seul domaine de spécialisation, et qu'elles, par définition, elles ne couvrent pas l'ensemble des problématiques, on dirait régaliennes, mais disons transversales ou publiques. Et du coup, il y a un jeu, une inversion ou une sorte de schizophrénie pour ces entreprises de la Silicon Valley qui est très visible quand on est là-bas, de les voir se positionner sur des problématiques historiquement attachées à la force publique et avoir bien du mal à y répondre pour l'ensemble de la population. Ils arrivent à y répondre pour leurs salariés, mais très peu pour l'ensemble de la population. Alors, c'est quand même, vous dites, clairement, c'est un modèle. Les politiques y vont pour voir comment ça fonctionne. Les entrepreneurs y vont pour réussir aussi bien qu'en Silicon Valley. Mais vous dites, c'est un modèle aujourd'hui qui a un coût impressionnant, un coût énorme. Un coût démocratique, un coût social, un coût environnemental et même un coût économique. Bien sûr, il a un coût économique assez grand. Là, on parle beaucoup de ChatGPT, d'OpenAI. Sam Altman disait que probablement, ça serait l'organisation la plus gourmande en venture capital. Il parlait de lever éventuellement 100 milliards. Ouais. Donc, c'est vraiment énorme. C'est la totalité aux plus hautes années du venture capital aux États-Unis. Et du coup, c'est autant d'argent qu'on ne dépense pas ailleurs. Il y a un autre grand exemple, c'est celui d'Elizabeth Holmes et Theranos, qui a capté 2 milliards. C'est extrêmement conséquent pour un résultat
très très minime en fait. Donc ça a un vrai coût économique. Au-delà de l'efficace et de la magie un peu, hein, mais au sens de la magie, à la fois on y croit et puis on n'y croit pas. Et je pense que tout le monde est un peu dans ce paradoxe avec la tech, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a tout un tas de limites, que parfois même les solutions ne marchent pas vraiment, qu'elles sont buggées, mais en même temps on a envie d'y croire parce que c'est fun, parce que ça incarne l'avenir, parce qu'il y a des gens qui y réussissent. Donc on a envie d'y aller. Sur cette croyance quand même de changer le monde, aujourd'hui ça s'effrite, j'imagine, un petit peu au cœur de la Silicon Valley, parce que on entend des voix dissidentes qui nous parlent des problèmes d'éthique, qui nous parlent des problèmes du temps après lequel on court, qui nous parlent des données personnelles. Est-ce que cette croyance, elle perdure pour autant qu'on va réussir à changer le monde pour aller vers un monde meilleur? Non, mais effectivement... déjà, ça c'est un peu une formule magique dans la Silicon Valley. Et je pense qu'il faut l'entendre au sens de la Silicon Valley, c'est-à-dire quand ils disent on veut changer le monde, ça veut dire on veut changer le marché. Parce que leur préoccupation, c'est créer un marché, disrupter un marché. Et donc, c'est pas vraiment le monde. Donc, c'est déjà une formule un peu... Même si, quand même, dans les keynotes, c'est l'accès à l'information. C'est toujours très universel. Mais vous aurez aussi noté que, en fait, c'est un système qui repose sur, à un moment, une capitalisation et l'entrée sur un marché, que ce soit celle de l'entreprise ou le dégagement de profits ou des entrées en bourse. Voilà, il y a un moment où c'est capitalisé. Et sinon, on fait de la philanthropie, qui est une façon de faire de la politique par d'autres moyens. Et effectivement, pour répondre à votre question, la Silicon Valley elle a vécu tout un tas de crises morales ces dernières années. Cambridge Analytica, les problèmes de la formule me vient en anglais, de sexisme et d'agression sexuelle chez Uber, chez Google, l'élection de Donald Trump, qui a été un vrai choc pour beaucoup de gens dans la Silicon Valley qui pensaient qu'ils participaient à la diffusion d'une meilleure information et qui ont été longtemps dans le déni de ce point de vue-là. Aujourd'hui, nouvelle panique morale avec l'intelligence artificielle, des démissions au siège social de Google. Mais ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à sortir de leur système de pensée, c'est-à-dire que bien souvent, ils voient les seules solutions aux problèmes technologiques par le développement de nouvelles technologies. Oui. Et ce qui, de ce fait, tourne un peu en rond, quoi. Et ils ont beaucoup de mal, effectivement, à sortir de ce qu'on appelle le techno-solutionnisme ou le techno-messianisme. Donc ça perdure en Silicon Valley. Il y a aussi, au départ, vous posez cette question... effectivement assez étonnante, c'est pourquoi ça se passe là-bas? Pourquoi en Silicon Valley? Vous étudiez cette question du lieu, de l'espace. Oui, très étonnant, très étonnant. Et encore aujourd'hui, San Francisco, c'est la ville la 18e, la mieux connectée au monde en termes d'Internet. Je veux dire, bien plus loin que Francfort, que Londres, que Paris, que Singapour. Et de même c'est plutôt mal desservi, c'est excentré. C'est mal desservi, c'est loin de tout. Ouais. C'est loin de l'Europe, c'est loin de l'Asie. Même en Californie, en fait, c'est très compliqué pour faire Los Angeles, San Francisco si on ne prend pas l'avion. Donc c'est vraiment isolé. Et paradoxalement, c'est devenu un peu la force en fait cet isolement parce que ils se sont très vite dès les années 1910 en fait intéressés à des questions de communication, à comment résoudre des problèmes de distance à travers les technologies. Et dès 1910, je le disais, il y a des clubs d'amateurs de radio autour de la radio qui sont à la fois des ingénieurs, des amateurs, et cette tradition de l'ingénieur amateur en fait elle va perdurer jusqu'à aujourd'hui en passant par les grands moments de l'histoire de la Silicon Valley, Apple, Google, etc. Alors, vous terminez aussi votre ouvrage sur des pistes de réflexion pour comment réaligner finalement la tech avec son ambition d'un monde meilleur. Qu'en est-il des menaces sur le marché, pour le coup, du côté de l'Asie, des menaces de la Chine ? Moi, ce dont j'étais assez frappé quand même durant cette enquête, plus que les menaces, c'est vraiment les relations en fait très fortes entre la Silicon Valley et la Chine. À Stanford, j'ai passé beaucoup de temps dans le département d'informatique où, je ne vais pas dire de bêtises, mais la moitié des étudiants étaient d'origine chinoise, soit directement, soit à une ou deux générations. Du coup, les parents chinois étaient quand même des pourvoyeurs assez importants en termes de financement de l'université de Stanford. La communauté chinoise dans la Silicon Valley est la plus ancienne, à la fois dans la région, c'est le premier Chinatown, il est à San Francisco, en fait, dès le 19e siècle, mais aussi dans la tech.
c'est aussi le plus structuré, c'est le plus important, c'est le plus nombreux, c'est le plus capitalisé. Et on retrouve aussi des grandes entreprises de la tech qui font régulièrement des investissements dans des entreprises de la Silicon Valley. Donc, en fait, il y a plus une interaction, une histoire commune. Il y a beaucoup de gens qui vont dans la Silicon Valley, qui repartent dans le pays ensuite, soit à Taïwan, soit en Chine et anciennement à Hong Kong, et qui font vivre ces échanges. Après, la question, c'est celle du durcissement des relations politiques entre les États-Unis et la Chine. C'est la question de Taïwan qui est vraiment un enjeu crucial par rapport aux micropuces et aux transistors. C'est la question aussi de la pénétration du marché chinois par des entreprises de la Silicon Valley. Et c'est vraiment une marotte. On a vu Google qui s'est cassé les dents, Uber qui s'est cassé les dents, LinkedIn qui vient de fermer ses bureaux en Chine. Donc ça reste une vraie problématique, effectivement, et une vraie limite dans cette géopolitique de la tech. Bon, c'est un paradoxe de plus, et il y en a beaucoup dans cette Silicon Valley. Je conseille vraiment la lecture de cet ouvrage si on veut comprendre comment fonctionne le cœur du réacteur de la tech, l'épicentre de la tech. Ça se passe en Silicon Valley, et dans ce livre, on découvre vraiment les mécanismes de cet écosystème. Merci beaucoup, Olivier Alexandre, donc chercheur au CNRS, auteur de La Tech quand la Silicon Valley refait le monde, paru chez Seuil le 24 mars dernier. Merci encore d'avoir été avec nous. On se retrouve après une petite pause. On va s'intéresser au monde du logiciel libre.